Bonsoir et bienvenue dans l'émission qui prend le temps d'analyser l'actualité politique autrement, avec lucidité et sans détour. Au programme aujourd'hui, la justice et la diplomatie. Dans un contexte marqué par des tensions juridiques récurrentes et des crispations politiques, quelles sont encore les marges de dialogue et d'apaisement? La voie diplomatique peut-elle encore prévaloir? Décryptage tout de suite et maintenant dans Autrement politique, l'émission pour vous, pour nous, pour tous. Procès, convocation, disparition, polémique autour des décisions de justice, que traduisent ces tensions? La justice ivoirienne est-elle perçue comme un acteur neutre ou un levier politique? On en parle avec maître Jean-Chrysostome Blessy, avocat, vice-président du PDCI RDA et secrétaire exécutif chargé de la veille juridique du parti, ainsi que l'honorable Jean-Likan Yagui, vice-président du parti, haut représentant du président du PDCI RDA dans le district de Sassandra et de la Marawi. Bonsoir très chers invités et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir à vous. Avant d'aborder le sujet de notre présence ici, le premier sujet, j'aimerais que vous partagiez avec les téléspectateurs le fait d'actualité qui vous a le plus marqué ces derniers jours. Honorable. Merci. Le fait d'actualité qui m'a le plus marqué cette semaine, c'est la rencontre que le président du parti a eue à Washington avec le sous-secrétaire d'État, William Stevens, et qui a montré à la face du monde que le président de notre parti est à la tâche. Il est allé à Washington pour défendre la démocratie. Il nous montre également, en tant que militant, qu'il est au combat. Il est en train de travailler. Même s'il y a quelques semaines qu'il n'est pas avec nous, il est à la tâche. Et que les militants devraient lui faire confiance dans le travail qu'il est en train de faire à l'extérieur du pays. Donc pour moi, c'est un fait très marquant et qui devrait également marquer l'ensemble des militants sur ce que notre président est en train de faire à l'extérieur. Merci honorable. Maître Blessy. Avant d'évoquer le fait, je voulais compléter pour dire qu'il faut observer que dans la diplomatie américaine, lorsque on vous reçoit, les autorités américaines de ce niveau-là acceptent difficilement de s'exposer à travers des photographies qui vont faire le tour du monde. C'est des rencontres qui sont faites dans le cadre du travail, c'est presque confidentiel, c'est fait ainsi de suite. Mais je pense que lorsque cette personnalité accepte de s'exposer en photo avec le président Tidiane Thiam, la photographie elle-même est un message dans le cadre des différents problèmes que nous avons sur le terrain ici. Maintenant, quel est le fait qui m'a marqué? Le fait qui m'a marqué, c'est cette publication de l'opinion du procureur de la République de Côte d'Ivoire relativement aux enlèvements, aux rapts et aux personnes encagoulées qui exécutent ces tâches-là. Le procureur semblait dire, en fait, de ma compréhension, que chacun des corps, chacune des personnalités, des autorités policières ou bien de gendarmerie avait sa méthode pour interpeller certaines personnes qui étaient regardées comme ayant commis des infractions. Il justifiait dans ce document la pratique des encagoulés qui arrivaient chez vous la nuit, qui cassaient tout, qui vous enlevaient et on vous retrouvait, la famille s'inquiétait pendant 3 jours avant qu'on ne vous retrouve à une brigade de gendarmerie ou alors à la préfecture de police ou encore à la MACA, comme on dit. Je voudrais dire, j'attends une réaction forte du barreau de Côte d'Ivoire sur cette question. Parce que c'est dangereux pour la démocratie, c'est dangereux pour le droit, son interprétation. Il y a des hypothèses dans lesquelles on interpelle souvent l'article 60-61 du Code de procédure pénale. C'est encadré. On vous appelle, vous venez, vous résistez, on vient vous faire un mandat d'amener. Le juge d'instruction, le procureur peut aussi demander qu'on vous amène. Voilà, c'est encadré. Il faut savoir que originairement, c'est-à-dire, si tu ne connais pas le sens du contrat social, tu ne peux pas comprendre le droit. Nous sommes ensemble là, nous exerçons tous des violences. Mais parce que nous sommes en société, dans un pays, on s'entend pour dire, comme un contrat social, que vous, qui êtes les gendarmes ou les policiers,
on vous donne la possibilité d'exercer une violence. C'est une violence légitime, une violence encadrée, une violence républicaine. Alors les policiers viennent, ils matraquent, ils arrêtent, font des prescriptions. Oui, c'est encadré. Mais lorsque le policier qui a ce pouvoir, ou bien le gendarme qui a ce pouvoir, ne s'affuble pas des attributs de son autorité, ne porte pas la tenue, rien du tout, des sceaux qui permettent à l'autre individu de savoir que vous êtes policier, il est en train d'exercer le pouvoir qu'on lui a donné, ça devient dangereux. Parce que n'importe qui, regardez ce qui s'est passé dans le cas du jeune Ziggy. La population entière cherchait partout. Peut-être que c'est des bandits qui l'ont enlevé, peut-être que c'est ceci, mais c'est pour éviter qu'il y ait peut-être que les policiers doivent se mettre dans une certaine tenue pour faire. Ce qu'a écrit le procureur, je pense, n'est pas nécessairement juste. Il faut qu'il puisse se gouverner autrement pour que nous soyons dans la paix. Voilà. Merci à vous, très chers invités. On en revient au premier thème de notre échange, les tensions juridiques en Côte d'Ivoire. J'aimerais savoir comment le PDCI analyse-t-il l'arrêt du Conseil constitutionnel du 8 septembre, déclarant le président Tidiane Thiam non éligible. Est-ce que j'aurai le temps pour développer l'ensemble des griefs qu'on doit faire à cette décision? Je voudrais dire, avant de tenir ces propos, que je ne suis pas en train de m'ériger contre l'application de ce texte, en train de m'ériger contre le principe de ce texte. Je suis d'abord enseignant. J'enseigne à la faculté de droit d'Abidjan. Je vais à la retraite bientôt d'ailleurs, dans moins d'une année. Et lorsque mes étudiants regardent ces genres de décisions, écoutent ces genres de décisions, lisent ces genres de décisions, ils attendent du professeur, de l'enseignant que je suis, de pouvoir leur donner l'explication, le commentaire. Je suis député, c'est-à-dire que je fais la loi. Et donc, quand je regarde quelquefois l'application des textes de loi, je me dois de me remettre en cause, ou alors de remettre en cause notre institution, ou alors de remettre en cause l'application qui est faite des textes que nous prenons à l'Assemblée nationale. Je suis avocat, je plaide, je défends des situations. Et quand je vois, par exemple, un tel arrêt du Conseil constitutionnel, je suis obligé de m'asseoir, de réfléchir à l'application du droit faite par un professionnel. Le Conseil constitutionnel, c'est un conseil qui est avec des juges professionnels. La présidente est une magistrate. À l'intérieur du conseil, il y a des avocats, des magistrats. Madame Zebeyou est magistrate. Beaucoup de magistrats à l'intérieur. Donc, je suis obligé d'apprécier, de regarder et puis d'apprécier. Je voudrais dire d'abord que ça m'étonne grandement. Bon, peut-être qu'on peut les recruter. Que des hommes de loi, des hommes de droit, aient pu précipitamment dire que cette décision c'est une bonne décision. Est-ce qu'ils ont lu cette décision? C'est grave. Je prendrai juste certains points pour que tout le monde comprenne. La loi nous dit, le code électoral nous dit, concernant le parrainage, que certaines fois, vous pouvez avoir dans les parrains qui vous ont investi des doublons. Ça veut dire que le candidat X a le même parrain que le candidat B. Et la loi nous dit, dans ce cas-là, les candidats sont prévenus et celui qui a déposé en premier devant la CEI son parrainage bénéficie de ce doublon et c'est le deuxième à déposer qui doit rechercher comment combler. Dans le cas qui nous concerne. J'ai lu, comme tout le monde, et j'ai écouté comme tout le monde, qu'on a reproché à certains candidats d'avoir eu des doublons. Mais ils ont un doublon par rapport à qui? Est-ce que Gbagbo a son doublon par rapport au président Alassane Ouattara? Ou bien Assadé Timoko a son doublon par rapport à Madame Gbagbo? Parce qu'il faut les situer. Parce que ça permet, de façon factuelle, à rechercher qui a déposé avant qui et qui bénéficie de ce doublon et qui doit rechercher. Mais le texte ne dit pas ça.
Deuxièmement, plus grave, concernant ces parrainages, la loi nous dit que lorsque vous avez un déficit, qu'on a annulé certains éléments, parrainage, vous avez 72 heures pour venir parfaire ce qui a été annulé. Et vous avez écouté le préfet Toby Vincent qui expliquait, ça faisait un peu rire, mais c'était ça la réalité. Il tenait son cellulaire pendant toute la nuit à un volume très élevé, son directeur de cabinet aussi, sa directrice de campagne, tout le monde tenait ça. Il a même prévenu à la maison pour ne pas rater. Parce que la loi oblige le Conseil constitutionnel, lorsque le Conseil constitutionnel a annulé, par exemple, des parrainages, à prévenir le candidat pour que les candidats, dans les 72 heures, viennent parfaire, viennent encore envoyer des parrainages. Parce que tous, nous avons fait de la provision du parrainage. Eh bien, M. Toby a attendu en vain ce coup de fil. Jamais. Et ce qui est curieux, c'est que les juristes, cet organe, le Conseil constitutionnel dit, l'on vous a enlevé 17 000 temps et vous restez donc pour combler 6 300 et quelques, et que nous estimons que en 72 heures, vous ne pouvez pas combler les 6 000 et quelques, donc vous êtes irrecevable. Mais attendez, mais d'où le Conseil tire-t-il ce pouvoir de pouvoir préjuger que M. le pasteur Zawi ne peut pas, en 72 heures, combler les 18 000 voix que vous lui avez enlevées? Mais encore, c'est la loi qui vous oblige à suivre cette procédure. Donc, vous ne pouvez pas enjamber ces dispositions de la loi pour faire cela. Cela est une atteinte grave aux droits de ces candidats. Et puis, bon, regardez, j'ai l'impression que lorsque le Conseil constitutionnel est en face de problèmes qu'on lui a posés, auxquels il ne veut pas répondre ou bien ne peut pas répondre, il invente un moyen qu'il vous impute pour pouvoir y répondre. Le PDCI, dans ses observations et dans ses réclamations, n'a jamais demandé la reprise du processus électoral. Non. C'est vrai que c'était un raisonnement fin qui pouvait échapper à celui qui n'ici appesantit pas bien. Mais ce n'est pas ce que le PDCI a demandé. Le PDCI a fait remarquer que des éléments substantiels du processus électoral avaient manqué. Notamment la révision de la liste électorale de 2025. Et si la révision de la liste électorale de 2025, qui est un élément substantiel, manque, cela conduit rapidement à avoir une liste électorale qui n'aura pas été actualisée. Et si la liste électorale n'a pas été actualisée, cela veut dire qu'il y a des milliers et des millions d'Ivoiriens qui ne peuvent pas participer aux élections d'octobre 2025. Alors, le suffrage ne serait pas intègre, le suffrage ne serait pas réel, et en droit français, cette situation conduit à intenter des actions qui conduisent à l'invalidation du suffrage. Donc, interpeller le Conseil constitutionnel, qui est juge de la régularité des élections, donc juge de chacun des actes qui participent aux élections, pour que la RLU puisse se faire afin de parfaire qu'on appelle le processus électoral. C'est ce raisonnement. Le Conseil a estimé qu'on a demandé l'annulation de tout le processus électoral, ce qui était faux. Je vais encore plus loin. Le Conseil nous dit, attention, il ne m'appartient pas de vérifier la régularité de tel acte administratif et que c'est la CEI qui le fait. Mais attends, c'est un recul en droit ivoirien. Le Conseil constitutionnel avait déjà, dans des arrêts, et cela est de jurisprudence constante, reconnu, préçu elle, qu'elle était d'une compétence de pleine juridiction. La compétence de pleine juridiction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les actes qui concourent aux élections, toi, tu es le juge de la régularité, tu dois regarder la régularité de tous ces actes-là. Si on te dit qu'il n'y a pas eu de révision de la liste électorale, tu dois, toi, apprécier cette absence, ce défaut de révision électorale par rapport à la sincérité du suffrage auquel on s'en va. Et donc, tous les éléments, compilation, vote, tous les éléments qui concourent aux élections présidentielles, tu en es le juge de la régularité.
Et déjà, en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel avait affirmé que ce Conseil constitutionnel était dans une compétence de pleine juridiction. En lui disant, ce Conseil constitutionnel ivoirien n'a rien inventé. C'est une tendance, sinon c'est un principe qui devient un principe général de toutes les, de tous les conseils constitutionnels. Je vous citerai l'arrêt récent du Conseil constitutionnel sénégalais. Je vous citerai l'arrêt récent du Conseil constitutionnel kényan. Je vous citerai l'arrêt récent du Conseil constitutionnel ghanéen qui établit que le juge du Conseil constitutionnel est en même temps juge de tous les éléments qui concourent à la mise en œuvre du processus électoral qui conduit à l'élection présidentielle. Mais il me semble que le Conseil constitutionnel a choisi de ne pas apprécier ces actes. Pas du tout. Et puis, au loin, commence à en apprécier d'autres. C'était dangereux. C'est pas je veux même continuer pour dire... Assez rapidement, s'il vous permettez. Non, ça ne peut pas être rapide. Je vais ajouter pour dire... On nous dit, attention, tu n'as pas ton nom sur la liste électorale. Ok, je n'ai pas mon nom sur la liste électorale, mais cela ne pose pas problème puisque la loi nous oblige à tenir une révision de la liste électorale en 2025, chaque année. Ah non, il n'y aura pas de révision de la liste électorale. Mais on t'applique l'article 48, si tu n'as pas ton nom là-dessus, alors tu ne peux plus être candidat. L'obligation légale de tenir une RLE est une obligation légale absolue que la CEI refuse de tenir simplement par sa propre volonté, une volonté malveillante. Voilà. Parce que non seulement la loi dispose qu'il faut tenir cela, la constante habitude de la Côte d'Ivoire, c'est de tenir cette révision de la liste électorale à chaque année électorale présidentielle, et puis l'Assemblée nationale, le Parlement a voté déjà pour disposer des fonds pour l'exécution de ceci et cela. Donc, si vous dites que vous ne le faites pas et qu'il n'y a aucune raison objective qui conduit à ne pas le faire, vous ne pouvez pas. Il y a une invalidation de l'application de l'article 48. C'est ce que nous développons. Je finis rapidement sur un point qui est une grossièreté du droit. L'article 56 du Code électoral, je pense, permet, une fois que le Conseil constitutionnel est saisi, à les dossiers de la CEI, à tous les partis qui ont fait des observations ou des réclamations, ou alors le candidat, de faire des observations, à la CEI. Cela veut dire que dans cette disposition, la loi dit qui a intérêt pour faire cette observation, qui a la qualité pour faire cette observation. Le groupement politique, le parti politique ou le candidat. Dans le cas de Tidiane Thiam, les observations et réclamations ont été faites par le PDCI-RDA, le parti qui l'a investi. Dans le cas du président Gbagbo, les observations ont été faites par le PPACI, le parti qui l'a investi. Vous savez ce que le Conseil constitutionnel répond? Non. Comme Tidiane Thiam n'a pas son nom sur la liste et que sa candidature est irrecevable, comme Gbagbo n'a pas son nom sur la liste électorale et que sa candidature est irrecevable, alors les observations qui ont été faites, ils n'ont pas la qualité pour le faire. Pourquoi le Conseil agit de cette façon? Parce que le Conseil ne peut pas s'embarrasser dans la réponse au problème de fond qui est posé par le candidat Gbagbo, PPACI et le PDCI-RDA. Quelle était cette question? C'était de dire simplement que le président Alassane Ouattara n'était pas éligible parce que sa nationalité n'a jamais été clairement établie. A-t-il renoncé à la nationalité voltaïque? N'a-t-il pas renoncé? À quel moment? Est-il exclusivement ivoirien? Ainsi de suite. C'est une question à laquelle on ne veut pas répondre. Pourquoi je dis qu'on ne veut pas répondre? Une semaine auparavant, dans l'arrêt Ousmane, cet Ivoirien qui a saisi le Conseil constitutionnel pour dire que M. Alassane Ouattara ne peut pas être éligible parce qu'il avait une nationalité douteuse. On a rejeté sa demande au motif que, attendez, il a été déjà candidat en 2020
Donc ce cas a été déjà jugé. On ne peut pas demander au Conseil constitutionnel de juger 2 fois. Vous comprenez? C'est que très souvent, le contexte politique et nos choix politiques nous conduisent à tordre le cou au droit. Et je pense que cette décision ne restera pas dans les annales de la justice ivoirienne, de la jurisprudence ivoirienne, parce que cette décision n'honore nullement la justice ivoirienne. Je ne dirais pas une honte, mais ce n'est pas un arrêt bien rédigé, ce n'est pas un arrêt qui se promène dans les vrais principes de droit avec un raisonnement juridique qui peut confondre tous les détracteurs. Voici ce que le PDCI reproche à cette décision. Voici pourquoi le PDCI ne s'est pas arrêté là. Merci, je vais m'arrêter à ça. Merci, Maître Blessy. Oui. Honorable, vous souhaitez réagir? Oui, je voulais simplement ajouter que d'un point de vue de novices, nous ne sommes pas des juristes comme Maître Blessy, mais pour nous, nous percevons cette décision qui est rendue comme véritablement une injustice. Parce que la décision qui est rendue est fondée sur des arguments juridiques que nous ne comprenons même pas. Nous disons par exemple que la violation de l'article 6 du Code électoral, où il est écrit clairement qu'il faut une RLE chaque année, cette décision a été donc violée par la CEI. Et le Conseil constitutionnel entérine le viol de cette disposition. Et c'est ça qui est malheureux. Pour nous, Maître ne veut pas le dire, mais en tant qu'Ivoirien, j'ai honte de constater que le Conseil constitutionnel de mon pays est capable d'ignorer cette violation qui est flagrante et que tout individu connaît en Côte d'Ivoire. J'ai honte. Et je suis un peu gêné de voir qu'on nous moque. J'ai vu sur des réseaux sociaux des gens qui sont en train de dire mais quel est ce Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire? Alors que nous avons de très bons magistrats en Côte d'Ivoire. Donc le Conseil constitutionnel s'est rendu complice du viol de la loi. Et je pense que nous, au PDCRDA, et nos conseils y travaillent, nous ne pouvons pas accepter une telle injustice. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Il y a quelque chose que je vais dire. C'est très, très important. Dans le débat qu'il y a eu sur la primauté des textes constitutionnels sur la loi, on nous a opposé le fait que la loi constitutionnelle elle-même, la Constitution elle-même, renvoyait pour les modalités ou autres à une loi organique. Vous voyez, non? Oui, dans le droit français, pour rechercher les conditions pour être candidat à la présidence de la République française, vous ne retrouvez pas dans la Constitution énumérées les conditions qu'il faut. Le texte français renvoie directement à un texte de loi organique. Acceptons de dire que la Constitution ivoirienne, dans son article 55, a donné des éléments et qu'une loi organique pouvait compléter. OK. Le Conseil constitutionnel dit la loi qui fonde le code électoral est une loi référendaire. Oui, une loi référendaire serait largement au-dessus d'une loi organique. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Voilà, on accepte. Mais, il y a un principe en droit qui est utilisé par tous les Ivoiriens, le parallélisme des formes. Si tu as décidé d'une loi par référendum, si tu veux modifier cette loi, tu dois utiliser le mode référendaire. Ça va? C'est ça. Le code électoral qui procéderait d'un texte référendaire a été modifié. Par quoi? Une ordonnance personnelle présidentielle. Est-ce que un texte référendaire qui a subi une modification par une ordonnance présidentielle peut être encore regardé comme un texte référendaire? Voilà. Bon,
les juristes qui commentent n'ont pas vu ça. Beaucoup, dans les monts, Gorogo, ainsi de suite. C'est vrai que peut-être le contexte du lieu où tu es, d'où on t'interroge, t'oblige à ignorer certains éléments. Je concède. Mais je pense que le texte de l'arrêt n'est pas bon. Merci, maître. Quelles sont justement les procédures judiciaires que le PDCI-RD a initiées? Non, qu'il faut accepter que la décision du Conseil constitutionnel ne peut pas faire l'objet de recours. Non. Elle est définitive. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, elle est définitive. Il n'y a pas une instance judiciaire au-delà qu'on peut saisir pour dire cette décision a fait ceci, a fait cela, donc il faut la réformer. Voilà. Mais au-delà de ça, il faut comprendre qu'il y a des instances internationales. La Côte d'Ivoire a adhéré à certains traités internationaux, dont celui qui crée l'ONU. J'ai entendu sur certains plateaux de télévision moquer Maître Blessy parce qu'il tromperait les militants avec sa procédure à l'ONU en argumentant qu'aucune instance même de l'ONU ne pourrait donner une injonction à un État souverain, ainsi de suite. Bon, c'est des questions de connaissance. Je suis dans un domaine où je suis spécialiste, donc je comprends l'analphabétisme de certaines personnes en cette matière. Mais lorsqu'on expose ce défaut de connaissance sur les antennes publiques, ou bien des antennes même qui sont destinées au public, c'est dangereux, parce qu'on éduque mal, on instruit mal. Je vais dire simplement, à l'ONU, il y a le comité des droits de l'homme. Le comité des droits de l'homme, c'est une quasi-juridiction. C'est cette quasi-juridiction que M. Tidiane Thiam avait saisi en son temps et avait demandé des mesures provisoires. Parce qu'en réalité, quand tu saisis une instance, tu calcules le temps. Si la décision au fond de cette instance-là doit intervenir longtemps après que survienne le problème pour lequel tu l'as saisi, ça ne vaut pas la peine. Donc, en saisissant cette instance, on observe que le temps va s'écouler, on sera au-delà du 15 octobre. Donc, M. Tidiane Thiam demande en même temps à l'instance quasi-judiciaire, je vous en prie, le temps est en train de s'écouler, je souhaite que vous preniez une mesure provisoire. La mesure provisoire, ce serait quoi? D'instruire l'État de Côte d'Ivoire, de commander que je puisse participer aux élections. L'instance, le comité a rendu une décision, une recommandation. Et le comité a dit, je rejette complètement la demande de mesures provisoires. Mais je recommande à la Côte d'Ivoire d'avoir, sur la base de l'article 25 du Pacte international des droits civils et politiques, à sauvegarder, à faire respecter les droits de M. Tidiane Thiam. Bien, la formule était vraiment civiline, d'interprétations diverses, ça fait l'objet de controverses en Côte d'Ivoire. Bon, et puis on est passé à la décision du Conseil constitutionnel. Je vous dis, réellement, quand nous avons été amenés à participer à la rédaction des observations et des réclamations, personnellement, je n'allais pas dans le but de gagner devant le Conseil constitutionnel. Nous savions ce qu'ils allaient faire. Ça fait 6 mois, 8 mois que je sais que le Conseil constitutionnel, que la démarche politique est engagée pour éliminer M. Tidiane Thiam. Je n'en entendais pas plus du Conseil constitutionnel. Mais seulement, il fallait, avec les observations et les réclamations qu'il y avait, conduire le Conseil constitutionnel à des erreurs, à des manquements qui, exposés dans une requête, peut conduire à un résultat positif. Donc, la décision rendue par le Conseil constitutionnel nous a permis d'alimenter une nouvelle demande, une autre demande de mesures provisoires. Ce n'est pas une nouvelle procédure. Dans la même procédure,
Vous pouvez, sur la base de l'article 94 du règlement du Comité des droits de l'homme de l'ONU, demander à tout moment qu'une mesure provisoire soit prise. Et là, nous avons demandé sur la base de l'article 94 qu'une mesure provisoire soit prise. Pourquoi? C'est la même chose. Il y a un contexte politique. Tous nos jeunes sont arrêtés. On fait la terreur partout. Et puis, il y a cette affaire de RLE. On te dit, la loi dit, il faut faire la RLE. Voici l'argent, il faut faire la RLE en 2025. C'est une pratique habituelle de l'État de Côte d'Ivoire de faire la RLE à chaque année électorale. Tous les éléments sont là. L'Assemblée nationale dit, voici les sous, fais-le. Tu dis, je ne fais pas. Alors que c'est une obligation absolue. Je ne fais pas. Et puis à la fin, quand tu apprécies la recevabilité des candidatures, tu dis, toi, tu ne peux pas être candidat parce que ton nom n'est pas sur la liste. Il dit, non, comment tu veux dire que mon nom n'est pas sur la liste? C'est toi qui as refusé que mon nom ne soit pas sur la liste parce que tu étais obligé de tenir une obligation légale à laquelle tu te dérobes de façon malveillante. Donc attention, cet argumentaire ne peut pas marcher. Messieurs de l'ONU du comité, regardez-nous. Nous allons subir un préjudice irréparable. Le préjudice, ce sera quoi? Que je ne puisse pas concourir aux élections de 2025 alors que cela procède d'une manigance, la non-tenue de la RLU en 2025, et qu'on m'oppose en même temps que je ne sois pas sur la liste parce qu'ils n'ont pas tenu. C'est aussi simple. Si on laisse la décision à cet État, je subis un préjudice irréparable. Donc, on vous demande d'interpeller l'État de Côte d'Ivoire à l'effet d'appliquer. C'est point pour point la situation factuelle du dossier Lula. Point pour celui qui lit la jurisprudence. Donc, vous voyez, on ne vient pas comme ça devant la population, devant les journalistes, tenir une conférence de presse, si on n'est pas investi, imbibé de ces connaissances-là. Bon, beaucoup peuvent voir à la télé pour faire admirer leurs vestes et puis ceux qui sont devenus lorsqu'ils sortent de ces sociétés de consommation pour arriver là. Non, nous partons pour dire des choses que nous avons étudiées et que nous avons analysées et que nous pensons pouvoir éprouver. Laissons le temps arriver pour que chacun puisse comprendre. Donc, c'est cette action qui a été portée devant le Comité des droits de l'homme. C'est une action d'urgence et de célérité, donc comme un référé. Et nous pensons que très rapidement, le Comité des droits de l'homme va se réunir sur la question et donner son avis définitif sur la question. Et quel est le résultat que vous attendez comme avis définitif du comité? Comme avis définitif du comité, dans le dossier Lula, le comité a dit que comme la non-inscription de Lula sur la liste ne procédait pas de conditions objectives, donnait instruction, Lula participait aux élections. Voilà. C'est une telle solution que nous attendons. Pensez-vous qu'elle est possible? Je ne suis pas avocat de la perte, je suis avocat de la victoire. Et donc, je pense, sincèrement, j'ai le dossier là, que nous sommes sur la bonne voie. Merci, maître. Honorable, oui, je voulais réagir Je voulais juste ajouter que concernant le problème de la non-réalisation de la révision de la liste électorale, le PDC-RDA a demandé à ses conseils, M. Blessé, d'engager une procédure pour justement noter que la CEI a enfreint la loi, a violé la loi. Donc on leur a demandé d'engager une procédure pour que justement on puisse attaquer la CEI qui n'a pas voulu appliquer la loi. La loi qui exige que chaque année, une révision de la liste électorale soit faite. Donc c'est tellement important que nous avons demandé à notre conseil de vraiment engager une procédure judiciaire contre la CEI. Voilà ce que je voulais ajouter comme complément. Merci, honorable. Merci pour votre intervention. Pour en revenir à ma question, vous qui êtes le haut représentant du président du parti dans le district de Sassandra et de la Maraoué, comment rassurez-vous vos militants et ses partisans dans ce climat de tension? Nous disons simplement que nos militants n'ont qu'à être rassurés. Le président est au travail.
Ses collaborateurs qui sont sur place ici sont également au travail. Toutes les actions judiciaires qui ont été menées, et Maître Blessy est là pour le témoigner, montrent bien que nous sommes sur la bonne voie. Tout ce que nous demandons aux militants, c'est d'être mobilisés autour de leur président, qui est en train de faire du bon travail, d'être mobilisés autour de la direction du parti, autour de ceux qui ont tous les dossiers en main et que nous ne sommes pas loin de la victoire. Cette victoire, nous allons la voir parce que nous sommes dans la justice. Cette victoire, nous allons la voir parce que nous sommes dans la détermination. Et donc nous demandons aux militants de nous faire confiance, de faire confiance à la direction du parti et d'attendre le mot d'ordre qui viendrait de la direction du parti. Voilà un peu ce qu'on peut dire aux militants, qu'ils restent confiants, parce que nous sommes dans la justice. Je voulais, s'il vous plaît. Allez-y. Oui. Je voulais reprendre une image qu'a donnée lors d'une conférence de presse l'honorable Bridoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI-RDA. Il a dit, quand vous êtes en train de tirer la corde, autant ça vous brûle dans la main ici. De la même façon, ça brûle celui aussi qui tient là-bas. Quand on fait Toto tire Nama là, Toto là-bas, ça brûle dans sa main. Nama aussi, ça brûle dans sa main. Quand vous observez qu'aujourd'hui, nos adversaires sont obligés d'organiser la fuite de certains documents pour passer des messages. Vous avez vu le message donné par le ministre Wagondo Diomandé, le ministre de l'Intérieur, dont les documents se retrouvent sur les réseaux sociaux. Ou bien certaines autres attitudes. Vous voyez que la sérénité n'est pas partout. Partout. La sérénité n'est pas partout. Et quand vous voyez aussi la publication très rapide des situations de télévision avec la Haka, ainsi de suite, on nous donne l'impression que tout se passe correctement, comme si nous étions dans le meilleur des mondes. Mais nous observons, nous regardons. Et de la même façon que je l'ai répété, le PDCI sera en face de vous le 25 octobre. Qu'ils cherchent à savoir comment, mais on sera en face d'eux le 25 octobre. C'est qu'ils ont pensé que ça va passer correctement et puis oui, ils s'en vont se faire le coup de force du 4e mandat, ainsi de suite, tout ça. Ça ne sera pas ça. Ça ne sera pas ça. Ça sera des élections propres, des élections inclusives, des élections apaisées. Mais le PDCI sera là aussi. Notre candidat y sera. Merci, maître. Pouvez-vous nous parler de cette autre assignation et quels en sont les motifs principaux? Comme j'ai lu sur les réseaux sociaux, les gens disaient « Ah, les gens fatiguent Blessy et son équipe ». C'est vrai, le PDCI est fatigué par des procédures de cette nature. Mais c'est des procédures de cette nature qui dénotent de la vitalité de la démocratie à l'intérieur du PDCI, si tant est que ce sont des militants, personnel politique qui intentent ces actions. Mais je pense que tout cela sera encadré progressivement et prochainement lorsque nous aurons un congrès qui permettra la révision des textes et statuts, règlements intérieurs du PDCI-RDA. Cette autre assignation, on nous reproche quoi dans cette autre assignation? Cette assignation procéderait de 2 militants du PDCI-RDA qui seraient des secrétaires de section. Un à Tanda et puis un à l'ouest. Bon, je reproche quoi? 1, que Tidiane Thiam a été élu président alors qu'il n'avait pas la nationalité ivoirienne. 2, que Tidiane Thiam, le congrès s'est tenu sans présidence, c'est-à-dire que le président, il n'y avait pas de président nommé pour le congrès. 3, le président Tidiane Thiam est absent depuis longtemps, donc cela dénote de son impossibilité matérielle à gouverner le PDCI-RDA. Et puis je crois qu'il y a un autre élément qu'ils ont énoncé. Donc c'est ces éléments-là auxquels nous allons répondre le 2 octobre. Je ne sais même pas sûr. Dans les procédures du tribunal, le 2 octobre, le juge va venir, le tribunal va venir, c'est la rentrée judiciaire. Le juge va venir et puis recevoir les parties. Et puis bon, sortir un calendrier pour dire, bon, PDCI, vous répondez à l'assignation au plus tard le 12
monsieur, vous avez reçu le 12, vous avez jusqu'au 17 pour répondre aussi aux répliques du PDCI-RDA. Bon, à partir du 30, je clôt complètement les échanges d'écriture et puis je vous donne date à telle date pour rendre ma décision. Donc voici ce qui se fera. Voilà. Cette taux d'assignation, non, ne nous inquiète pas. Il faut que les militants sachent qu'ils ont donné mandat à des gens pour les défendre. Il y a des avocats qui défendent le PDCI-RDA. Il y a des juristes qui aident aussi la veille juridique, qui sont la veille juridique et qui travaillent avec le PDCI-RDA. Et donc, qu'on ne regarde pas cela comme une menace. Pas du tout. Pas du tout. Mais nous allons travailler là-dessus. Il n'y a pas de risque. Oui, nous, de notre point de vue, cette assignation fait partie du lot d'assignations qu'on a déjà reçues au niveau du PDCI-RDA. Elle répond à une logique de déstabiliser le PDCI-RDA, déstabiliser son président et utiliser tous les moyens pour l'empêcher d'être effectivement candidat aux élections qui viennent. Donc, elle aura le sort des assignations que nous avons eues par le passé. Donc, elles ne vont pas prospérer. Nous faisons confiance à nos conseils. Elles ne vont pas du tout prospérer. Donc, ce sont des assignations dont l'objet est purement et simplement politique. Empêcher le président, un candidat sérieux, de se présenter à l'élection présidentielle. Donc, les militants sont déterminés et nous faisons confiance à nos avocats, à nos conseils, pour gagner cette autre bataille, parce que les batailles antérieures sur cette question ont été gagnées et nous faisons confiance à nos avocats pour glaner une autre victoire concernant ce type d'assignation. Vous savez, quand on regarde l'assignation même, l'espoir d'assignation, là, il y a un numéro en haut, comme une référence, qui provient d'un cabinet d'avocats, mais qui n'a pas mis sa domiciliation sur le dossier. L'affaire vient d'assez loin. Vous savez qu'il y a beaucoup qui n'ont pas encore digéré de perdre les élections à la présidence du PDCI-RDA. Il y a tous ces éléments-là dont il faut tenir compte. Il y en a qui veulent prendre le parti parce que c'est un élément, c'est un parti important. Ils veulent prendre le parti, ainsi de suite. Mais mon rôle n'est pas d'apprécier politiquement. Je l'apprécie juridiquement. Et on va travailler pour ça. Merci maître, merci à vous très chers invités. Avant d'aborder le deuxième thème, j'aimerais vous demander de partager avec les téléspectateurs un dernier message, assez rapidement. Oui, avec les téléspectateurs, je voudrais leur dire qu'il faut avoir confiance en toute l'activité qui est menée par la haute direction du parti, à l'activité qui est menée par son président, le président Tidiane Thiam. Vous voyez, je prends l'image comme ça. Nous sommes en front commun, avec le PPACI, PDCI. Le président Gbagbo est à Abidjan, et puis il travaille. Le deuxième des présidents est à l'extérieur, et puis il travaille. C'est une combinaison qui gagne. L'un à l'extérieur, l'autre à l'intérieur, qui travaille. Que les militants du PDCI observent, et qui se tiennent à la disposition de la haute direction du parti pour tout ce que nous aurons à faire demain. Mais qui se disent complètement, qui se gardent de poser des actes illégaux, des actes qui ne seraient pas regardés comme de la violence ou pas. Nous restons dans la légalité. Nous sommes le PDCI-RDA. Suivez où on va. On va arriver. Ils savent qu'on va arriver. Alors ils se pressent. Dites aux militants du PDCI que nous sommes là. On sera ensemble à la gare. À la gare avec Tidiane Thiam. On ne va pas sortir dans le dos de ceux qui sont en train de faire. Et nous aurons en face. Et cela va se faire. Merci maître. Honorable. Oui, en ma qualité de haut représentant, j'ai souvent l'occasion et toujours l'occasion de sillonner le pays. Et je me suis rendu compte que nos militants sont déterminés. Les militants du PDCI-RDA sont déterminés à faire la bataille de la démocratie. Les militants sont déterminés à faire en sorte que la vision de leur président, qui est d'apporter un changement nouveau à la gouvernance de la Côte d'Ivoire, soit celle dans laquelle nous nous mettons.
Et cette vision est tellement bien perçue par les militants qu'ils n'ont pas bougé malgré tous les soubresauts que nous avons connus. Le PDCI reste debout. Les militants restent debout. Et nous faisons confiance à notre président. Et nous faisons confiance à l'action du Front commun que nous avons mis en place. Et donc, ils sont sereins. Les militants sont sereins. Donc, ils attendent les mots d'ordre du parti. Et nous savons que nous allons dans une direction où nous allons forcément gagner. La victoire n'est plus loin. Et donc, les militants restent mobilisés. Qu'ils restent sereins. Tout va bien se passer. Face au blocage politique, aux affrontements institutionnels et à la montée des discours de rupture, existe-t-il encore une place pour le dialogue? Et si oui, qui peut ou veut encore l'incarner? Très chers invités, honorables, je m'adresse à vous en particulier. Le PDCI est toujours en offensive diplomatique et dans le cadre des élections qui ont lieu le mois prochain. N'est-il pas trop tard? Non. Non, quand il s'agit de diplomatie, il n'est jamais trop tard. Vous savez, la diplomatie elle-même commande que les choses se passent en souterrain. Et depuis un certain nombre d'années, nous avons expérimenté cette voie. Le PDC-RDA est un parti dont l'ADN même est la culture de la paix par le dialogue. Et la diplomatie, quand elle est déployée, elle évite que les armes s'expriment. Et donc, nous avons foi en la diplomatie et il n'est jamais trop tard pour que la diplomatie intervienne. C'est justement quand les causes semblent être perdues que la diplomatie intervient. Et donc, nous encourageons véritablement toutes les voies diplomatiques qui sont en train de s'exprimer. Et vous voyez déjà quelques résultats avec la rencontre de Washington et même la mission actuelle de l'ONU qui est en Côte d'Ivoire. Donc nous avons beaucoup d'espoir et nous fondons beaucoup d'espoir en la diplomatie qui n'est jamais trop tard. Elle évite que les armes s'expriment et nous y croyons. Merci. Maître Blessy. Pour le juriste que je suis, pour l'avocat que je suis, pour l'homme d'action que je suis, je regarde souvent la diplomatie en train de se déployer, C'est vrai que c'est efficace, mais très souvent, quand je me suis retrouvé avec eux, avec ces institutions, ainsi de suite, je leur ai posé la question, mais pourquoi vous arrivez maintenant? Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire? Le représentant du secrétaire général de l'ONU est à Abidjan, qui rencontre le PDCI ce jour à 17h. Bien, il faut croire à la diplomatie. Beaucoup de gens y croient, mais je pense que la solution de nos problèmes viendra de notre détermination à faire le combat légal dans notre pays. C'est le peuple qui doit prendre ses responsabilités par les voies classiques et légales pour pouvoir voir grandir la démocratie dans ce pays. Pas que je ne crois pas en l'action de l'ONU, si. Pas que je ne crois pas en l'action de la CEDEAO, si. Que je ne crois pas à l'action de l'Union africaine, si. Ils ont leur niveau d'intervention. Et en face d'un État souverain, il y a des situations dans lesquelles l'autorité puissante, en guillemets de Côte d'Ivoire, doit forcément se plier. En cela, c'est possible. Mais je pense que 85% de l'action pour faire bouger les lignes doit venir de nous-mêmes, de nos militants, de la Côte d'Ivoire. J'ai dit de la Côte d'Ivoire parce que ce qui se passe, ce n'est pas une histoire de PDCI ou bien de PPACI. C'est une histoire de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas rater les coachs. C'est l'ultime combat pour qu'une démocratie s'installe réellement en Côte d'Ivoire. On ne peut pas s'installer sur l'État et puis, prendre des décisions. On voit que les décisions là sont iniques et puis on s'en va, faire élire. Non. Il faut faire tous les blocages qu'il faut, les blocages institutionnels, les blocages juridiques, tout ce qui est légal, et puis utiliser aussi la diplomatie pour que la diplomatie leur dise attention, vous êtes arrivé à une ligne rouge, il ne faut pas. Parce que les États sont organisés. C'est en cela que c'est possible. Voilà.
Merci. Cette ligne rouge, justement, dont on parle, qui est la ligne des élections présidentielles inclusives, qu'est-ce que cela signifie pour vous et quels sont les obstacles, justement, à sa réalisation? Pour moi, les élections inclusives veulent simplement dire qu'il faut intégrer donc les leaders des principaux partis politiques qui ont été abusivement exclus. Vous imaginez en Côte d'Ivoire une élection qui va avoir lieu sans Gbagbo, sans Thiam, soit 2 tiers de l'électorat. Mais quelle serait la légitimité d'une telle élection? C'est pour ça que nous nous battons, pour que justement la majorité des Ivoiriens s'expriment. Je dis bien un peu plus de 2 tiers de l'électorat appartiennent à ces deux partis, le PPS et le PDC-RDA. Donc il n'y aurait pas de légitimité dans une quelconque élection qui se passerait sans cela. C'est ça que nous demandons, c'est ça l'inclusivité. Cette inclusivité qui permettrait de légitimer une élection présidentielle en 2025. Donc c'est la non-participation de ces deux poids lourds de la politique ivoirienne serait une catastrophe dont nous ne pouvons même pas calculer les effets. Donc c'est pour ça que nous voulons qu'on s'asseye, on discute, on trouve les conditions d'une élection apaisée et on y va tranquillement. Celui qui aura gagné les élections. Et que repose... Vous savez, c'est ce qu'il faut dire. Lorsque l'honorable Lekan dit voici ce que c'est que l'inclusivité, il faut que Gbagbo, Thiam, lorsqu'il dit, je voudrais préciser que ce n'est pas, on ne quémande pas ça. Beaucoup disent oui, il faut une solution politique pour faire. Mais dis attendez, mais analysez la situation factuelle. Vous prenez Gbagbo, l'État de Côte d'Ivoire prend Gbagbo pour l'envoyer à la CPI. Et puis on le juge en son absence ici à Abidjan. Et puis, cette décision ne lui est même pas notifiée pour qu'il exerce ses recours. Et vous appelez ça, il a été éliminé par des dispositions judiciaires? Non. On dit, chaque année, il faut faire la révision de la liste électorale pour tenir compte des modifications qui sont arrivées à la structure électorale. Oui, chaque année, il faut le faire. Voici l'argent pour le faire. Tu dis, je ne fais pas. Par exemple, si je le fais, tiens, on va pouvoir s'inscrire. Il sera sur la liste électorale. Et puis après, vous dites, je ne t'admets pas comme candidat parce que tu n'es pas sur la liste électorale. Vous pensez que ça, c'est judiciaire, ça? Non. Il y a une manigance malveillante, une malignité qui ne dit pas son nom, qui conduit forcément à mettre hors compétition ces deux leaders, plus de la liste électorale. Et puis peut-être plus que ces deux leaders. Certains ont été recalés pour parrainage non suffisant. Ça a été dit par le Conseil constitutionnel, c'est lui seul qui savait. C'est lui seul qui est maître de son règlement, les modalités qu'il prend pour vérifier. Donc, quand on parle d'inclusivité, on ne dit pas qu'il faut forcément aller s'asseoir à la table politique pour dire, mais que les habitudes changent. On ne peut pas utiliser le droit, utiliser les institutions pour écarter les adversaires qui peuvent vous faire ombrage à l'occasion d'une compétition électorale. C'est là le problème. Et donc, si le dialogue politique doit arriver à enjamber, sur la base d'un consensus, certaines décisions qu'on sait iniques, décisions judiciaires, comme ce qui concerne Laurent Gbagbo, ce qui concerne M. Tidiane Thiam, alors c'est ça l'exclusivité et on s'en va. Il faut qu'on y aille. Merci, maître. Et que répondez-vous à ceux qui considèrent le recours à la diplomatie comme une forme d'ingérence extérieure? Non, la diplomatie, le recours à la diplomatie n'a jamais été une forme d'ingérence extérieure, ni même la négation de la souveraineté. La diplomatie, nous l'avons toujours utilisée en Côte d'Ivoire ici, quand nous avons été confrontés à un certain nombre de problèmes. Vous vous souvenez que déjà en 2010, ce n'est que l'apport extérieur des États qui étaient impliqués dans les conflits que nous avons connus
et qui nous a permis de faire asseoir l'ensemble des acteurs politiques en Côte d'Ivoire, d'abord à Marcoussis et ailleurs. Et nous sommes arrivés finalement à une situation qui a été apaisée et qui a permis de faire les élections de 2010. Donc il est encore possible de faire comme ça. Et nous ne devons pas attendre d'avoir des crises post-électorales. Mais la crise préélectorale dans laquelle nous sommes déjà nous interpelle. C'est pour ça que nous pensons que la diplomatie devrait maintenant se déployer pour qu'on n'en arrive pas à une situation catastrophique, une situation de chaos, comme nous l'avons connu en 2010. Donc, nous croyons à l'action de la diplomatie et nous pensons véritablement qu'il faut donner place à la diplomatie. Et c'est pour ça que j'encourage et je suis très fier du président quand je le vois intervenir un peu partout dans le monde entier pour sauver la démocratie dans notre pays. Merci, honorable. J'aimerais savoir si la voie diplomatique n'aboutissait pas au résultat espéré. Quelle serait la stratégie de rechange du PDCI-RDA? Attendez, vous ne voulez pas que je parle des stratégies du PDCI sur ce plateau? Vous avez entendu le président qui a dit on n'acceptera jamais cette injustice. Repris par le président Benjo, on n'acceptera jamais cette injustice. Qu'on sache qu'ils nous ont sur le dos. Hein. Ils nous ont sur le dos. On n'acceptera jamais cette injustice. On sera aux élections avec eux. Et après, il y a ce combat-là aussi pour restaurer toutes les institutions. C'est un combat qui ne s'arrête pas demain. Il faut que les militants sachent que ce que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas simplement pour le 25 octobre. C'est pour la suite. C'est pour la Côte d'Ivoire. Et donc, que cette diplomatie... Mais pourquoi vous pensez que cette diplomatie ne marcherait pas? Elle marchera. Avant le 25, là, ça marchera. Vous verrez les produits, les résultats. Et voilà. Merci, maître. Comment comptez-vous maintenir la mobilisation de vos militants tout en prônant une démarche pacifique et diplomatique? Oui, tout en favorisant, entre autres, la voie diplomatique, mais nous disons toujours que nous sommes ouverts au dialogue avec les autres parties prenantes. Et les militants doivent comprendre que les seules voies qui nous permettraient de sortir de la situation, c'est au-delà des actions que nous allons mener sur le terrain, le dialogue que nous allons entretenir avec les tenants du pouvoir également. Et donc les militants doivent nous faire confiance. Toutes les voies que nous utilisons pour arriver, pour permettre que nous sortions de cette situation sont des voies qui ont déjà été expérimentées. Donc notre détermination et la détermination des militants nous permettra donc de nous sortir de cette situation. Donc nous comptons sur leur mobilisation. Qu'ils se mobilisent, qu'ils croient en ce que leur président est en train de faire, qu'ils croient en la direction du parti. Et donc ce n'est que comme ça, avec leur mobilisation, que nous allons le faire. On vient de dire tout à l'heure que l'action diplomatique est bonne. Elle peut nous amener à des résultats. Mais ces résultats ne pourront arriver si nous ne faisons rien en tant que militants. Notre détermination sur le terrain, notre détermination à vraiment faire en sorte qu'il y ait la justice, notre détermination à préserver les droits de l'homme et à faire en sorte que les Ivoiriens soient maîtres chez eux, nous amènera certainement les résultats. Donc nous leur demandons tout simplement de se mobiliser et d'attendre les mots d'ordre du parti et de ne pas se décourager parce que nous sommes sur la bonne voie. Merci, honorable. Allez-y, maître. Je pense que, en tant que député, j'ai parcouru presque toute ma région. En tant que haut représentant chargé du district de la vallée du Banama, j'ai parcouru aussi toute la région. Je vois les populations. Les populations et les militants du PDCI ne sont même pas affectés par tout ce qui se passe. Non, ils sont déterminés. Ils ont la foi dans l'action que nous menons et ils savent que nous serons aux élections. Au contraire de cette sérénité qu'affichent nos militants, c'est l'action qui se passe sur le terrain par les autorités que nous ne comprenons pas.
Imaginez des gendarmes ou bien des gens qui se déploient dans des villages pour aller chercher les calibres 12 dans les maisons. À quoi ça sert? Par rapport à quoi? Des camions remplis de gendarmes et de policiers qui traversent un village, qui s'arrêtent parce que des jeunes sont auprès de la route et qui les ramassent comme s'ils avaient été raflés. À quoi ça sert? Quand, par exemple, on va à Toumoudi et qu'on va rapter le vice-président de la JPDCI urbaine, qui n'a eu son salut qu'à l'incendie qui a touché le véhicule qui l'a mené à Abidjan avec 4 encagoulés à Pakobo. Oui, c'est de telles actions. On a l'impression que certains cherchent à mettre le feu, à attiser le feu, que les étincelles prennent. À quel dessein? Je ne comprends pas. Mais que le parti au pouvoir sache, que les autorités ivoiriennes sachent que le PDCI ne s'inscrit pas dans une action de violence. Il n'y aura pas un seul mort, il n'y aura pas un seul mort ici dans cette action-là. Il n'y aura pas de mort, pas du tout. Il n'y aura aucun mort. Il n'y aura aucune tête à utiliser comme un ballon. Mais nous serons face à face. Nous serons ensemble aux élections du 25 octobre. Qu'ils se le disent et qu'ils entendent. Qu'ils entendent. Maintenant, qu'ils recherchent les moyens, non, c'est des moyens forcément pacifiques et légaux. Le PDCI, le PPACI, on ne peut pas s'inscrire dans une action de violence qui soit apaisée. Ils s'interrogent, qui soit apaisée. Nous serons ensemble. On sera ensemble à la gare. Merci. Non, j'ajoute simplement que nous demandons à nos militants de ne pas véritablement céder à la provocation. Voilà. Je le dis parce que dans ma circonscription électorale, la semaine dernière, il y a 4 chars qui ont traversé la circonscription. 4 chars militaires. Et la population, forcément, est apeurée. Elle se pose des questions. Et à cette provocation, nous ne répondrons pas. Nous demandons à nos militants de rester calmes, de rester sereins, mais déterminés et fermes. Parce que le combat que nous allons engager, c'est le combat pour le 25 octobre. Nous allons entre les élections. Et c'est là que leur détermination va payer. Donc nous leur demandons de ne pas céder à la provocation. Malgré les provocations, les chars et tout le reste, nous devons tenir debout et rester sereins. Parce que la victoire est du côté de la vérité. Et nous sommes du côté de la vérité. Merci, honorable. Vous m'avez emboîté le pas sur la question du message à adresser aux militants. Donc j'aimerais demander à Maître Blessy s'il a un dernier message à l'endroit des militants du PDCI et RDA. Lequel ce serait? J'ai l'occasion quelquefois d'avoir le président au téléphone. J'ai l'occasion quelquefois de le rencontrer. J'ai l'occasion de l'écouter. Et ce qui me fascine en cet homme, c'était cette position zen, la sérénité dans laquelle il se trouve et la foi qu'il anime. Je voudrais que les militants partagent cet état zen et cette sérénité. Il faut avoir confiance. Dieu ne peut pas abandonner la Côte d'Ivoire. Parce que ce combat, c'est un combat pour la Côte d'Ivoire. Et nous allons le gagner. Qu'ils aient confiance. Entre droit et politique, entre confrontation et dialogue, la Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. Trouver l'équilibre entre fermeté institutionnelle et volonté d'apaisement reste une urgence démocratique. Merci à nos invités d'avoir répondu à notre sollicitation. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro d'Autrement Politique.